La gravitation universelle, c'est quoi? C'est bien ce qu'on va analyser dans cette séquence. Faisons tout d'abord un petit rappel. L'année dernière, on a parlé des actions mécaniques. Une action mécanique, qu'est-ce que c'est? On appelle action mécanique toute cause ou bien tout effet capable de mettre un objet en mouvement, modifier son mouvement, c'est-à-dire sa trajectoire, sa direction ou encore sa vitesse, le déformer ou le maintenir en repos. Cette action mécanique, on peut la modéliser par un vecteur force. Autrement dit, une force, c'est quoi? C'est tout simplement une action mécanique qui a des caractéristiques. Ces caractéristiques sont au nombre de 4. Le point d'application, la direction ou la droite d'action, le sens et finalement l'intensité ou bien la valeur mesurée à l'aide d'un dynamomètre dont l'unité est le newton symbolisé grand N. Parmi les forces étudiées, on trouve le poids. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la force exercée par la Terre sur tout corps qui se trouve à son voisinage. Cette force est symbolisée par le vecteur P. Donc la force attire vers lui tout objet qui se trouve à son voisinage. C'est pour cela cette pomme tombe sur la tête de ce monsieur. Mais pourquoi ce n'est pas le cas pour la Lune? Pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur Terre et reste en orbite autour de la Terre? Cette question était la préoccupation d'un savant anglais appelé Isaac Newton. Il cherche à comprendre le mouvement de la Lune autour de la Terre. Après des années de recherche, basées essentiellement sur des découvertes de Kepler, Newton a énoncé en 1687 sa théorie de l'attraction universelle, ou encore nommée loi de la gravitation universelle. Qu'est-ce que c'est que cette loi? L'énoncé: deux corps de masse non nulle s'attirent mutuellement. Je répète, deux corps de masse non nulle s'attirent mutuellement. Lorsqu'on dit s'attire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une attraction qu'on peut la modéliser par des forces. Mutuellement, c'est-à-dire qu'il y a une interaction, un truc mutuel. Chaque objet exerce une force sur l'autre. Détaillons mieux cette loi. Considérons deux corps A et B, supposés ponctuels, c'est-à-dire de petites dimensions, tout simplement pour simplifier l'étude. De petites dimensions, respectivement de masse MA et MB. Le corps A a une masse MA et le corps B a une masse MB. Séparés d'une distance D, comme la montre la figure ci-dessous. Donc ça, c'est la distance D qui sépare les deux corps. Donc selon la loi de l'attraction gravitationnelle posée par Newton, les deux corps exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle. On va noter FA sur B. La force exercée par le corps A sur le corps B. Attention, FA sur B vecteur, c'est-à-dire comme ça. On doit noter F A sur B, mais vecteur. Continuons. Donc, de même, FB sur A, c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer simultanément les caractéristiques des deux forces, c'est-à-dire on va déterminer le point d'action, la droite d'action, le sens et la valeur. Donc, FA sur B vecteur et FB sur A vecteur également. Donc, pour le point d'application, ce sont les points A et B. Dans ce cas-là, ce sont les points A et B. Mais pour un objet non ponctuel, c'est-à-dire volumineux, ça va être le centre de gravité de ce corps non ponctuel. Mais il faut faire attention. Le point A, c'est le point d'application de quelle force? De force exercée par le corps B sur le corps A, c'est-à-dire FB sur A. La force exercée par ce corps
son point d'application, ça va être sur l'autre corps, sur le corps A. Et le point B, c'est le point d'application de la première force, c'est-à-dire de la force exercée par le corps A sur le corps B. Il faut faire attention. Pour la direction, c'est tout simplement la droite joignant les deux points A et B. C'est cette droite-là. Pour le sens, c'est bien ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, diriger de B vers A pour la force exercée par le corps A sur B. C'est-à-dire, pour la première force, le sens doit être dirigé vers le corps A, c'est-à-dire ça va être sur le corps B, comme ici. Donc ça c'est FA sur B. C'est le corps A qui attire vers lui le corps B. Ou de A vers B pour la force exercée par le corps B sur A. Maintenant pour la deuxième force, le sens ça va être sur de A vers B, comme ici. Passons maintenant à l'intensité ou bien à la valeur. Newton a dit que les deux forces ont la même valeur qu'on peut la déterminer à l'aide d'une formule. La formule est la suivante. Donc FA sur B égale FB sur A égale G multiplié par les deux masses MA fois MB et divisé par la distance au carré, la distance qui sépare les deux corps. Analysons mieux cette formule. Donc, MA et MB, ce sont des masses des corps A et B exprimées en kilogrammes. Attention, on travaille à l'échelle internationale. Donc, on doit utiliser les unités internationales. Donc, les masses doivent être exprimées en kilogrammes. Pour la distance D et la distance entre les deux corps en mètres. G, c'est une constante, dite constante de gravitation universelle. Sa valeur égale 6,67 et 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré, kilogramme moins 2. Attention, il n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur les constantes parce que vous les aurez partout. Donc, il n'est pas nécessaire d'apprendre les constantes par cœur. Il suffit de les comprendre tout simplement. Donc, FA sur B et FB sur A sont les valeurs des forces exprimées, attention, en newton. Je rappelle un truc. Vous pouvez remarquer que FA sur B et FB sur A sont vecteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des valeurs. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit, attention, lorsqu'on dit force, on écrit vecteur, comme ça. Par exemple, FA sur B. Mais quand on parle de valeur ou bien intensité, on note tout simplement FA sur B sans vecteur. Donc, continuons. On va faire une application. Déterminer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Attention, il faut bien remarquer que Newton a dit que sa loi est applicable pour tout l'univers. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est universel. Donc on va faire une application, on va déterminer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Deuxième question. Représenter cette force à l'échelle en centimètres représente 10 sur la puissance 20 newton. Attention, ça, c'est une multiplication tout simplement. Donc, si on veut figurer la situation, c'est là. Donc, on a deux astres, deux planètes, la Lune et la Terre. Donc, selon la loi d'attraction gravitationnelle, chaque planète exerce une force d'attraction sur l'autre. Mais ce qu'on veut, c'est de déterminer la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune. Les données sont les suivantes. Donc la masse de la Terre, la masse de la Lune et la distance qui sépare les deux planètes.
Donc, comment on va déterminer cette valeur? Tout simplement, on va appliquer la formule déterminée ou bien posée par Newton. Donc, d'après la loi de l'attraction gravitationnelle, qu'est-ce qu'on a? Donc, F L sur T, c'est-à-dire la force exercée par la Lune sur la Terre, il est égal à la force exercée par la Terre sur la Lune. On vient de dire que les deux forces ont la même valeur. Donc, ont la même valeur. Donc, est égal G fois la masse de la Terre multiplié par la masse de la Lune divisé par la distance qui sépare les deux planètes. Faisons une application numérique. Tout simplement, on va remplacer chaque grandeur par sa valeur numérique. Là, je vous conseille de ne pas travailler avec les valeurs telles qu'elles sont. C'est-à-dire, il faut pas mettre dans la calculatrice les valeurs telles qu'elles sont, mais il y a un truc à faire. On va regrouper les puissances de 10, puisqu'on a une multiplication, on n'aura pas de problème. On va regrouper les puissances de 10 et les valeurs décimales, on va les laisser à côté. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous allez faire le calcul, vous allez trouver donc 1,99, c'est presque 2, 10 à la puissance 20 newtons. Attention, vous pouvez remarquer que c'est une valeur assez grande, donc c'est une force assez remarquable. Maintenant, si on veut représenter cette force, attention, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Sur la Lune, c'est-à-dire on va la représenter sur la Lune. Donc, ça c'est l'échelle. Donc, en faisant la règle de 3, vous allez trouver la longueur de vecteur, 2 cm. C'est très simple, il suffit de faire la règle de 3. Donc, celle-là. Donc, c'est la Terre qui attire vers lui la Lune. Donc, on doit représenter le vecteur de force sur la Lune. Donc, F Terre sur Lune. Si vous voulez représenter la force exercée par la Lune sur la Terre, ça va être ici, et dirigé vers la Lune. C'est facile. Maintenant, on va faire une deuxième application. Déterminons la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le noyau de l'atome d'hydrogène sur son électron unique. Comme vous savez, l'atome d'hydrogène possède un seul électron qui tourne autour de noyaux comme la montre la figure ci-contre. Donc pour les données, donc ça c'est la masse de l'électron, la masse de noyau et la distance qui sépare l'électron et le noyau, D égale 0,053 nanomètres. Attention, le nano, c'est 10 à la puissance moins 9 nanomètres, donc il faut travailler à l'échelle internationale, il faut travailler en mètres. Donc nano, c'est 10 à la puissance moins 9. Donc là, c'est à vous de travailler, vous allez prendre un stylo et un bout de papier et faire le calcul. Donc d'après la loi de l'attraction gravitationnelle, qu'est-ce qu'on a? Donc Fn sur E, donc la force exercée par le noyau sur l'électron, égale à la force exercée par l'électron sur le noyau. On vient de dire que les deux forces ont la même valeur. Donc on va appliquer tout simplement la formule. Donc est égal G multiplié par la masse de l'électron fois la masse du noyau divisé par la distance qui sépare les deux. Donc en faisant l'application numérique, on va trouver qu'elle égale 3,6 10 à la puissance moins 47 newtons. Cette fois-ci, cette force est assez faible. Donc c'est une force assez faible. Maintenant, si on veut représenter cette force, la force exercée par le noyau sur l'électron, donc on va la représenter sur l'électron. Comme ça. Donc, c'est le noyau qui attire l'électron vers lui. Donc, on veut représenter cette force. On va la représenter sur l'électron. Le calcul numérique est très important. Il faut s'habituer à faire des calculs numériques, notamment avec des écritures scientifiques.
En passant maintenant à étudier un cas très particulier, on va étudier ou bien la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps qui se trouve à son voisinage, c'est-à-dire qui se trouve à une altitude quelconque h. Cette étude, c'est a pour objectif ou bien a pour finalité de déterminer l'accélération de la pesanteur terrestre PCG. Rappelez-vous de ce PCG là, on l'a vu déjà l'année dernière. Donc, considérons un corps S de masse petit m qui se trouve à une altitude h. Donc ça, c'est la surface de la Terre et ça, c'est l'altitude h où il se trouve le corps S. Donc, selon la loi de l'attraction gravitationnelle, la Terre exerce une force d'attraction sur le corps S. On va déterminer les caractéristiques de cette force. Donc, les caractéristiques de la force F Terre sur S, la force exercée par la Terre sur le corps S, pour le point d'application. Donc la Terre applique une force sur le corps S dans quel point? Exactement de le centre de gravité de corps S ici. Pour la direction ou la droite d'action, on dit que celle de la verticale de lieu, ou tout simplement, autrement dit, c'est la droite joignant les deux centres, le centre de gravité de corps S et le centre de la Terre. C'est cette droite, la verticale. Pour le sens, on admet que cette expression, on dit qu'il est orienté de haut en bas, ou plus précisément, de centre de gravité de corps S vers le centre de la Terre. C'est-à-dire, si on veut la représenter, ici. Donc, de centre de gravité du corps S vers le centre de la Terre. Maintenant, pour la valeur, comment on va faire? Tout simplement, on va appliquer la formule de tout à l'heure. Donc, F de la Terre sur S, attention, est égal à G multiplié par la masse de corps S multiplié par la masse de la Terre et séparé par la distance, et divisé par la distance qui sépare les deux corps. Attention, pour la distance, on mesure du centre de gravité de corps S au centre de la Terre, cette distance-là. Vous pouvez remarquer que cette distance est égale à le rayon de la Terre, RT, plus l'altitude H. Donc la distance D est égale à RT plus l'altitude H. Donc on peut remplacer ça. Donc au lieu d'écrire D, on va écrire RT plus H. Donc la formule, ça va être comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a remplacé D au carré par RT plus H au carré. Donc c'est ça la formule. La force exercée par la Terre sur les objets qui se trouvent à son voisinage est connue sur un autre nom. L'année dernière, on a parlé, c'est tout simplement du poids. Donc le poids P, c'est tout simplement sur la force exercée par la Terre. Et on a utilisé une formule pour déterminer la valeur de cette force. C'est bien P égale M fois G. Donc les deux forces, on va les assimiler. On va assimiler cette force P avec F de la Terre sur S. Donc on aura cette égalité. Sont les mêmes. P égale à F. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les expressions P par mg et F par ça. Qu'est-ce qu'on aura? Donc mg est égal à G multiplié par M fois la masse de la Terre divisé par RT plus H au carré. Donc, puisqu'on a le même corps, on va simplifier par les masses M ici et M de l'autre côté. Donc on va simplifier, on aura le résultat final, G est égal à grand G multiplié par la masse de la Terre et divisé par RT plus H au carré.
Ça, c'est la formule générale de l'accélération, c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur terrestre, petit g, euh, d'un corps qui se trouve à une altitude h quelconque à la surface de la Terre. Maintenant, si le corps se trouve à la surface de la Terre, c'est-à-dire h, ça va être égal à 0, comme la montre cette figure. Il n'y a plus d'altitude ici. Il n'y a plus d'altitude. Le corps se trouve à la surface de la Terre. Donc si h est égal à 0, qu'est-ce qu'il reste? Seulement RT au carré. Donc on va appeler G0 l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'altitude. Donc G0 est égal à G multiplié par MT divisé par le rayon de la Terre au carré. En connaissant la valeur de G, de MT et de RT, on peut déterminer la valeur de G0. Ça va être égal 9 moins 81 newtons par kilogramme. On peut aller même plus loin et trouver une relation entre G, c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur terrestre à une altitude quelconque, et G0, l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. On va trouver une relation entre G et G0. Il suffit de faire le rapport. On va faire le rapport. Donc on va simplifier par G ici et G, on va simplifier par MT et MT et on aura le résultat final. G est égal à G0 multiplié par RT au carré sur RT plus H au carré. Ça c'est la relation qui lie G avec G0. Qu'est-ce que c'est que G? C'est l'accélération de la pesanteur à une altitude H de la surface de la Terre. Ça c'est G. G0, c'est l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, qui est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Mais il faut bien remarquer que la géométrie ou bien la forme de la Terre n'est pas quasiment sphérique. Il a une forme dite ellipsoïdale, c'est-à-dire il y a un certain aplatissement aux épaules. Donc la valeur de G change selon l'altitude de point considéré. Par exemple, à l'équateur, G est égal à 9,79 newtons par kilogramme. Au pôle, les épaules nord et sud, G est égal à 9,83 newtons par kilogramme. Par exemple, à Paris ou bien à Rabat, G est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Revenons maintenant à la situation de départ. Pourquoi la Lune, puisque la Terre attire vers lui la Lune, pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur Terre? La Terre attire la Lune. Ça c'est bon, on le sait déjà. Donc, apparemment, il doit tomber vers la Terre. Mais, c'est ça la réponse maintenant. La Lune possède une grande vitesse de traverse. La Lune, c'est ça le truc. La Lune possède une grande vitesse de traverse réussie. Réussie lors de sa formation. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur la théorie de Big Bang. Donc réussit lors de sa formation. Donc il ne s'écrase pas sur le sol, sur la Terre, mais la Lune reste en orbite autour de la Lune. Grâce à quoi? Grâce à la vitesse initiale, c'est-à-dire à la vitesse de la Lune, réussie lors de sa formation. On va mieux analyser. Considérons bien, on va faire une hypothèse. Supposons que la Lune n'a pas de vitesse initiale. À votre avis, qu'est-ce qu'on aura? Puisque la Lune n'a pas de vitesse initiale et la Terre attire la Lune vers lui, on aura le catastrophe. La Lune s'écraserait sur la Terre. Attention, ce n'est qu'une hypothèse.
d'une deuxième hypothèse maintenant. Supposons que la Terre maintenant n'attire pas la Lune. Et la Lune a une vitesse initiale. Ça, c'est un autre principe qu'on va l'étudier. Dans ce cas-là, la Lune est dans un état dit apesanteur, c'est-à-dire il ne subit aucune force, donc il va faire un mouvement rectiligne uniforme jusqu'à quand, on ne sait jamais. Bye bye. Il n'y aura plus de satellite naturel pour la Terre. Donc, la Lune est le seul satellite naturel pour la Terre. Attention, là également, ce n'est qu'une hypothèse. Une troisième hypothèse maintenant. Supposons que la Lune a une vitesse, mais cette vitesse est faible. Donc, la Lune approche de la Terre petit à petit, et vers la fin, elle s'écraserait sur Terre. Une quatrième hypothèse, la Lune possède une vitesse, mais cette vitesse est extrêmement grande. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? La Lune s'éloigne de la Terre petit à petit. Donc la Lune s'éloigne dans ce cas-là de la Terre. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on a? On a ce cas-là. La vitesse de traverse est juste à la bonne valeur. Donc la Lune reste en orbite autour de la Terre. Pour mieux comprendre encore, qu'est-ce qu'on a? Là, normalement, si la Lune n'a pas de vitesse initiale, elle doit déplacer verticalement. Ça, c'est le premier cas. Donc, ici, si la Terre n'attire pas la Lune, qu'est-ce qu'on a dit? Il va suivre un mouvement rectiligne uniforme. Ça, c'est un autre principe, entre parenthèses, dit principe d'inertie. On va l'étudier dans les prochaines séquences. Donc, la Lune doit suivre un mouvement rectiligne. Mais grâce à cette force d'attraction, donc il modifie la trajectoire. Donc la trajectoire, normalement, ou bien apparemment, il doit être rectiligne. Mais vu l'existence de cette force d'attraction exercée par la Terre, il modifie sa trajectoire, il modifie la trajectoire rectiligne de la Lune. Et la rendre comme ça. Donc position réelle, ça c'est la position réelle. Ça c'est la position s'opposer, c'est-à-dire à l'absence de la force d'attraction, et ça à l'absence de vitesse initiale de la Lune. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la position réelle. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est grâce à cette force d'attraction, il modifie, attention, il ne modifie pas la vitesse, seulement il modifie la trajectoire. Et par la suite, en appliquant cette situation en 2 points, on aura la trajectoire sous forme d'un orbite, donc autour de la Terre. On dit que c'est comme la Lune est dans un état de chute permanent, mais il ne tombe jamais sur la Terre, il ne s'écrasera jamais. Parmi les applications de ce principe, la satellisation, ça veut dire quoi? Lorsqu'on lance un objet, il tombe un peu plus loin. Donc grâce à la force d'attraction exercée par la Terre. Un objet, dans le deuxième cas ici, lorsqu'on lance à une vitesse plus forte, ou bien une force plus forte, il retombe mais plus loin. Mais lorsqu'on lance un objet à la bonne valeur, c'est-à-dire on lui donne une vitesse exacte, il reste autour de la Terre dans un orbite. Ça c'est le principe
qu'on suit pour la satellisation. Si on veut lancer des satellites, on suit ce principe. Donc la séquence est terminée.